Par le pouvoir du crâne ancestral. Point Break ou Bad Boys 2? Attrape le chat! Et cette fois, John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grayskull. C'est Gary Cooper, connard. Je déconne. Là, j'enregistre, c'est mieux. Ça serait con. On fait pas ça. Après tout ce bordel. C'était sur quel podcast que c'était arrivé ça? On avait fait 1h30. Là. Ouais, je me rappelle plus. Je sais plus du tout. C'est horrible. Bon, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Film Emporté. Je serai votre hôte comme d'habitude avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Alex. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film français. On va vous parler de Elias, sorti. Je l'ai oublié, ce petit con. Il est sorti le 3 juillet 2024. Réalisé par Emilio Fleri. J'arrive plus à parler, voilà. Par Florent Emilio Siri. Avec Roche Dizem, Laetitia Eido, Jeanne Michel, Dimitri Storoj, Sherwan Hadji. L'histoire nous raconte... le film nous raconte l'histoire de Elias, donc un vétéran de guerre qui était dans les forces spéciales parachutistes, je crois que forces parachutistes, qui du coup a un syndrome post-traumatique après avoir perdu son meilleur ami, quasiment son frère d'adoption, qui était avec lui à l'armée, qui a été tué avec moi. Je suis toujours là. Ah oui, c'est juste le micro, la cam qui a disparu. Oui, donc... Ah putain, mauvaise connexion. J'en étais où? J'en étais au syndrome post-traumatique. Syndrome post-traumatique. Attends, je vais couper la caméra aussi parce que je pense que ça... Ouais, ça bouge de la connexion. Qu'est-ce que je disais Donc le film... Ouais, je vais reprendre le résumé. Ouais. Le film nous raconte l'histoire donc de Elias, qui est un vétéran de guerre qui était dans les forces parachutistes de l'armée de l'air ou la marine d'ailleurs, je sais même plus comment. Enfin bref, il est à l'armée et donc qui a un syndrome post-traumatique après avoir perdu son frère adoptif et donc du coup qui a été torturé par, il me semble, c'est les talibans, non? Il me semble, c'est en Afghanistan. Hein. Voilà, et donc du coup un ancien collègue de l'armée en fait lui propose un job, celui d'être garde du corps pour une riche famille arabe. Alors je sais plus s'il précise exactement le pays. Non, il parle des Émirats arabes. Émirats arabes, oui c'est ça, ils disent pas précisément. C'est pas précisé. Voilà, et donc du coup il doit protéger une famille, une mère, sa fille et l'oncle. Et la mère et la fille semblent ne pas avoir le droit de sortir, et donc on va découvrir au fur et à mesure pourquoi. Ils vont être attaqués et il va s'en suivre une sorte de road trip pour survivre. Arnaud, c'est encore une fois, n'est-ce pas? C'est donc toi qui as choisi le film. Donc pourquoi as-tu choisi ce film? C'est parce que c'était une petite sortie événement. C'est un peu le retour aux affaires quand même de Florent Emilio Siri au cinéma d'action. Alors qui revient par la petite porte du cinéma d'action parce que le budget est assez limité. On est sur un budget à 12 millions. Mais c'est quand même un événement en soi parce que voilà, c'est un mec que j'aime beaucoup, qu'on avait découvert. Alors que moi, en tout cas, j'ai découvert grâce à Sonic Gap, qui était une sorte de remake d'assaut de Carpenter, alors qu'il n'était pas son premier film. Hein, il avait commencé avec Une minute de silence, mais que j'ai découvert après coup. Et moi, pour moi, Nick Gap, c'était une claque absolue. Il a enchaîné après Nick Gap avec Otage, rôle avec Bruce Willis. Donc, c'est carrément la boîte de prod, Bruce Willis lui-même, qui sont venus le chercher en France pour lui dire voilà, on adorait ton Nick Gap, j'ai envie de faire un film d'action avec toi. Ça donnait Otage, un film que j'ai adoré lui aussi. Et puis, voilà, c'était de bonne surprise en bonne surprise. Il a enchaîné avec un film de guerre, L'ennemi intime, qui traitait de la guerre d'Algérie, un sujet assez sensible en France et un projet qui était hyper intéressant, très personnel. Là aussi, le mec tentait des choses sur différents styles de production. J'avais beaucoup aimé et puis en fait voilà, il avait enchaîné aussi avec Coclo, qui était un biopic sur Claude François. Alors
projet improbable, mais qui se trouve être pour moi son meilleur film en termes de mise en scène, hein. C'est-à-dire que c'est un film qui est incroyable, et pour autant j'étais pas du tout... Enfin, l'idée de départ ne me séduisait pas beaucoup, quoi. Claude François, j'en ai un peu rien à foutre, hein, pour tout te dire, mais le film est beaucoup plus intéressant que ce qu'il en a l'air. C'est-à-dire qu'il traite le personnage de façon assez... comment dire... en fait, il traite un peu l'ambiguïté du personnage, ces zones d'ombre, mêlées avec ton succès naissant. Enfin, c'est très particulier, et c'est un projet de mise en scène en ce sens que tout passe par l'image. C'est vraiment la narration visuelle prend tout son sens du début jusqu'à la fin, et ça donne une ampleur au film qui était assez impressionnante. Et donc voilà, donc après il s'est un peu perdu, ce qu'il a fait, je ne sais pas pourquoi, il avait fait Pension complète avec une espèce de comédie un peu franchouillarde avec Franck Dubosc et Gérard Lanvin, qui vraiment, dans lequel on retrouve pas du tout son style, vraiment il s'est un peu perdu là-dedans, et puis il a fait après coup des séries. Alors il a fait Marseille notamment, une série un peu polémique, alors que j'ai pas vu, hein, pour le coup, donc je me garderais bien d'en parler. Mais du coup, c'est lui qui a fait la série. C'était sur Netflix, c'est ça? Il a fait, ouais, je crois qu'il a fait, alors, pas que le pilote, hein, je crois qu'il a fait plusieurs épisodes. En tout cas, il a lancé la série Marseille, au moins sur la première saison. Mais je crois pas qu'il ait complètement tout chapeauté. Okay. En tout cas, voilà, ça c'était lui. Et puis là, ça faisait quelques années qu'il n'avait pas tourné, depuis Pension complète, hein, notamment au cinéma. Donc je crois que c'était en 2016-2017. Donc c'est pour ça, hein, sorti un peu événement. En plus, Roche Dizem dans le rôle titre, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, que je trouvais vraiment ultra charismatique, une sorte de Denzel à la française, hein, comme on en parlait assez souvent. Et du coup, voilà, moi, une espèce d'anti-héros d'action, personnage tourmenté, qui va porter un film dont le postulat de départ ressemble, s'y méprendre, au Man on Fire de Tony Scott, qui était lui-même une sorte de remake du film d'Elie Chouraki en France. Et mais en fait, c'est le postulat de départ, et puis en fait, tout de suite, il va s'en affranchir pour partir dans une espèce de road movie assez intimiste finalement. Et voilà, moi c'était un projet qui m'intéressait, et j'ai pas été déçu au visionnage. Je trouve que c'est un film qui fait le job, comme on dit, avec un mec qui a assez de métier pour ça insuffler un peu sa mise en scène, son style à travers le récit. Et je trouve que c'est un film qui se repose beaucoup sur comment dire, sur sa narration visuelle. Et en ce sens que c'est un film, voilà, où en fait tout passe par l'image. Que ce soit dans la présentation des personnages, l'ouverture du film, j'ai l'impression de voir un espèce de film d'action à l'américaine des années 80-90, comme on n'en fait plus aujourd'hui, quoi. Alors, qui plus est en France, je trouve que c'est une super surprise, et donc voilà. Ouais, du coup, oui, effectivement, c'est vrai que le film est un peu, c'était très appréciable parce qu'il est un peu sorti de nulle part. C'était un peu, parce qu'en plus, il y a eu très peu de promo. Enfin, la promo s'est fait vraiment au dernier moment, quoi. Je crois que le film, on a su qu'il sortait même pas un mois avant, ou 2 mois avant, quoi. T'as eu une bande-annonce qui est sortie un peu au dernier moment. Ouais. Le film a eu le droit à une projection à Cannes. Alors, je sais pas, il n'était pas. Il concourait à aucun prix, hein, mais il a été projeté à Cannes. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup de journalistes français l'ont découvert, espèce de projection presse, quoi. Ouais. Mais il y a très peu de retours, quoi. Donc c'est vraiment un projet qui est sorti un peu de nulle part, effectivement. Il n'y avait pas vraiment de grosses attentes autour, sinon pour les geeks un peu comme nous. Mais en tout cas, voilà, à partir du moment où j'ai appris que le projet allait sortir en 2024, là, j'étais vachement curieux, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, c'est clair que ça fait plaisir, ce côté, comme tu dis, effectivement, il y a vraiment ce ton film d'action à l'américaine, mais film d'action, d'ailleurs, comme même les Américains n'en font plus, c'est-à-dire le film d'action budget médian, tu vois. Quelque part, c'était... comment dire, Luc Besson en production EuropaCorp parfois avait un peu ce créneau là aussi, tu vois. Quelque part Taken c'était un peu ce créneau, tu vois, du film d'action médian, même si t'avais Liam Neeson et puis t'avais plus de budget pour le coup à l'époque. Oui, c'était des petits films qui se reposaient sur un concept. Ouais, voilà. High concept le plus souvent. C'est ça. Et du coup là il y a vraiment ce truc là. Au début, le seul truc qui me faisait peur, c'est que dans la bande annonce il y avait beaucoup trop, je trouve, le côté Man on Fire, et ça du coup ça faisait un peu peur du coup, parce que justement comme Need Gap c'est clairement c'est un remake, tu vois, c'est au-delà de l'hommage, hein, c'est vraiment un remake de Assaut, alors qu'il n'est pas, oui, alors clairement pas officiel, mais enfin Assaut a eu le droit à son remake officiel réalisé par un Frenchie aussi, hein, qui était Jean-François Richet, et qui était un film totalement oubliable d'ailleurs, mais du coup, enfin là voilà, du coup ça faisait un peu peur, quoi. Je me disais merde, même si c'est très bien, tu vois, Need Gap j'adore, tu vois, mais je me dis merde, bon, par contre il y a un moment donné
donné, il faut peut-être aussi assumer le truc. Et puis, mais au final, pas du tout. Je suis plutôt content de ça. C'est-à-dire qu'en fait, le côté Man on Fire, c'est vraiment juste par rapport à la relation de Roche Dizem avec la gamine. Mais vraiment, c'est pas. Enfin, comment dire. La relation est importante, mais c'est pas le centre du film, quoi. C'est pas une vengeance pour elle, parce qu'il y a ça dans Man on Fire, c'est que très rapidement la gamine se fait enlever et du coup il doit Denzel Washington va se venger et va essayer de la récupérer, etc. Là c'est pas ça, on est vraiment plus sur du vraiment bodyguard, vraiment Oui, bien sûr. et puis surtout le concept est quand même vachement plus dans cette histoire de trauma en fait, de syndrome post-traumatique et de paranoïa en fait du personnage, et en ça pour le coup c'est vraiment hyper intéressant. À noter d'ailleurs, juste, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais on a traité Need Gap dans un de nos premiers podcasts à l'époque, ciné déconfiné je crois, ou déconfiné, je ne sais plus lequel, mais c'était un de nos premiers podcasts. Et du coup donc oui, non, bah c'est clair que sur la forme, il y a en vrai rien. Enfin, sur la forme, j'allais dire, il y a rien à dire sur la forme. Le découpage, on va dire, je vais commencer par ce qui est. Il va y avoir débat là. Ce qui est, voilà, il va y avoir débat. Le découpage, tu vois, la mise en scène et le découpage, vraiment, c'est impeccable. Enfin, vraiment, j'ai presque rien à dire. C'est vrai, effectivement, c'est trop bien. C'est hyper dynamique, l'action est hyper lisible. Faut dire aussi que le film il dure 1h40, il n'y a pas un bout de gras, mais pour le coup il est en termes de rythme, moi je trouve effectivement peut-être un peu resserré, mais je trouve qu'il est quand même plutôt bien équilibré. Je trouve qu'il n'y a pas de moment où tu te dis là ça aurait manqué ça aurait manqué de telle scène ou ça aurait manqué de telle chose. En termes de ce que ça raconte, je trouve que c'est bien. Plus ça aurait pas été mal, mais oui, une qualité, parce que je trouve qu'il va droit au but. C'est ça. Il s'embarrasse d'aucune sous-intrigue qui viendrait un peu alourdir le récit. Il a droit, son concept, il s'y tient, il va pas chercher plus que ça, mais c'est très très efficace, c'est très très bien. Le problème, je trouve quand même, qui se sent, c'est clairement cette problématique de budget, quoi. C'est-à-dire que là on est sur du 10-12 millions, c'est ça je crois. Le film est budgété à 12 millions. Ouais, 12 millions. 12 millions 5. C'est compliqué sur pas mal d'aspects, j'arrive plus à parler. Pour moi, l'aspect le plus dommageable, c'est le niveau du casting pour la jeune fille. Pas qu'elle joue excessivement mal, en vrai, je pense qu'il y a peut-être un peu de direction d'acteur là-dessus, je saurais pas dire. Mais c'est surtout le fait que, enfin, moi je suis désolé, hein, mais à aucun moment je ne crois que cette jeune fille est une jeune fille des arabe, quoi, en fait, parce qu'elle l'est pas du tout, en fait. Enfin, je veux dire, et ça pour moi, c'est en termes d'immersion, pour moi c'est le truc le plus dommageable du film, en fait. Ouais, alors moi ça m'a pas choqué comme toi. Alors pour le coup, c'est marrant parce que d'ailleurs le casting de Jeanne Michel, qui joue le rôle de Nour, a été très 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 long. Ils ont commencé à faire des castings au Maroc, ils sont passés par l'Égypte, parce qu'effectivement c'est une nana qui vient des Émirats arabes. Alors c'est assez mystérieux, d'ailleurs on ne sait pas précisément quel est le pays, je crois pas qu'ils le précisent dans le film. Je crois que le seul truc qu'on précise, c'est la mère qui est, il me semble, franco-libanaise ou un truc comme ça, mais je crois que ils en disent pas plus. Okay. Ils disent juste de la nationalité de la mère, je crois. Ils disent qu'elle a des origines françaises et il me semble libanaise. Après, je peux me planter. C'est possible. Enfin, serait-il qu'ils ont, donc ils ont fait des castings en Égypte, au Maroc, je crois même en Algérie. Ils trouvaient personne, en tout cas, pour incarner le rôle de Nour. Et en fait, c'est vraiment un concours de circonstances. C'est la productrice du film, en fait, qui avait déjà eu l'occasion de faire tourner Jeanne Michel dans un autre projet, qui a pensé à elle et qui lui a fait faire passer le casting pour essayer, quoi. Et Florent Siri a eu un vrai coup de cœur par rapport à cette gamine. Moi, je la trouve pas mauvaise dans le film. Enfin, mais en fait, ça m'a pas choqué. Je peux comprendre le côté. Effectivement, quand tu la vois, tu te dis pas qu'elle vient. Voilà, c'est vraiment plus un problème d'immersion, tu vois. C'est-à-dire que. Ouais, je trouve ça vraiment abusé. Déjà, de base, moi, tu vois, tout ce qui est le côté... moi, j'ai un vrai problème avec ce côté, qu'on appelle ça, l'âge des acteurs, à un certain degré, tu vois. C'est-à-dire que j'entends qu'on prenne pas des acteurs qui ont exactement l'âge du personnage qu'ils sont censés incarner, mais il y a des limites, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 20 ans peut pas jouer quelqu'un qui en a 45, tu vois. Eiffel, si tu nous regardes, Monsieur Bourboulon, voilà, non, tu vois, ça c'est pas possible. Enfin, ça vraiment, c'est un scandale pour moi. Tu parles de Jeanne Michel, toujours ?
Non, là par contre je parle de... Non, c'est juste pour... dans les trucs qui me gênent vis-à-vis comment dire, du fait de faire matcher un acteur avec un personnage. C'est plus ça le truc. C'est que déjà en soi, l'âge, c'est un truc qui m'emmerde. Les Américains font beaucoup ça par rapport à l'âge. Ils font ça aussi d'ailleurs beaucoup vis-à-vis des nationalités et des ethnies, et je trouve ça hyper dommageable, tu vois. C'est quand t'as un Prince of Persia qui sort avec Jack Gyllenhaal en prince de Perse, c'est pas possible, tu vois. Et pour moi, là on est... Ça, c'est autrement plus problématique pour le coup, parce que pour moi c'est la même chose. Pour moi c'est le même degré. C'est un questionnement parce que tu vois, je crois qu'elle a 13 ans, Jeanne Michel, et elle a l'âge du personnage de son film, simplement. Ça y a pas de souci. Hein. Mais c'est par contre, je suis désolé, elle est juste franco-française, et on voit qu'elle est franco-française. Je veux dire, si elle a des origines, ils sont très lointaines, tu vois. Et pour le coup, moi je trouve ça très dommageable. Le plus choqué, à la limite, moi je suis assez d'accord pour dire que sa performance, en tout cas, est assez inégale. En plus, ça c'est en plus du film. Mais il y a quand même des très belles scènes avec la gamine, enfin, pour moi en tout cas. Mais en tout cas, l'aspect, vraiment l'aspect des origines m'a pas complètement choqué. En fait, j'y ai cru, j'ai acheté le truc. Personnellement, hein. Je me suis dit, je sais pas, puis je la trouvais assez charismatique pour porter le rôle. Mais moi, mais ça c'est oui. Plutôt dans son personnage, c'était plutôt la manière dont, la construction de la relation qu'il va entretenir avec Roche Dizem. Et moi, j'aime beaucoup cette typologie un peu de personnage, tu sais, qu'on a déjà vu, hein, c'est-à-dire les personnages un peu presque insultant, agaçant très rapidement, qui se présente comme étant quelqu'un de détestable, parce qu'on soupçonne qu'elle a eu des traumas, qu'elle se protège, elle se réserve aussi un peu du monde extérieur, parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de graviter en dehors ici de son château, de son palais, dans son pays d'origine, et du coup elle se protège beaucoup, elle teste, elle jauge le personnage de Roche Dizem, qui lui est plutôt un taiseux, et qui intériorise énormément, et j'aime bien un peu la façon dont leur relation d'amitié va se créer tout au long du film, va se tisser, d'autant plus que Jeanne Michel, en plus on comprendra plus tard. Alors, tu as présenté le personnage de Jamal comme l'oncle de Jeanne Michel. C'est vrai, mais je crois qu'à mon souvenir, on le découvre plus tard dans le film, ça. C'est en fait, on le découvre dès le twist du début, en fait. Hein, c'est ça, ce qu'il nous est présenté au début comme le père. En fait, c'est le couple. On découvre plus tard que son père d'origine était un tyran et que justement. C'est aussi une des raisons pour laquelle elle a fui son pays d'adoption. Oui, elle va être mariée de force, tout ça. Mais après, ça, en fait, encore une fois, tu vois, c'est pour ça que, en termes d'écriture sur le papier, les personnages, il n'y a aucun souci. Je les achète, j'achète la relation. En termes d'incarnation, ça te pose problème. Mais en termes d'incarnation, pour moi, c'est un vrai problème et c'est un vrai frein. Attends, excuse-moi. Pardon. Pour moi, c'est un vrai frein, quoi. C'est parce que c'est trop gros, en fait. Tu vois, je ne peux pas ne pas le voir, d'autant plus que c'est le personnage. Enfin, oui, avec Elias, c'est le personnage principal, c'est la relation principale. Pardon. Ah bah clairement. Ah putain, c'est casse-couille. Pardon. Et donc du coup, pour moi, c'est hyper dommageable. C'est les deux personnages principaux. Et tu peux pas. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas une excuse. On a galéré à trouver une actrice. Vu comment, je suis désolé pour Jeanne Michel. Encore une fois, c'est peut-être, puis elle est jeune, tu vois. Je veux dire, elle a le temps de progresser, etc. Mais c'est toujours compliqué quand on est jeune de jouer juste ou d'être bien dirigé. Mais pour moi, du coup, raison de plus, je suis désolé, il doit bien exister une petite fille, algérienne, ou puis peut-être même pas besoin d'aller chercher en Algérie. On va pas me faire croire qu'en France, il n'y a pas de jeunes algériennes qui sont actrices et qui savent un minimum jouer, tu vois. Enfin, je veux dire, ça me paraît aberrant, quoi. En termes d'incarnation, là où je suis d'accord, c'est plutôt sur le fait qu'effectivement on aurait pu prendre une petite actrice arabe, en fait, tout simplement, qui collerait avec le rôle, tout aussi charismatique. Moi, ce que j'aime beaucoup avec la gamine, malgré tout, je trouve qu'elle a le charisme de son personnage, et puis surtout, elle a une espèce de présence quand même, malgré tout, une espèce de magnétisme à l'écran qui fonctionne bien avec le physique, qui s'accorde bien avec le physique de Roche Dizem. Cette espèce de force animale du personnage mêlée à l'espèce de... Je trouve que ça colle bien, en fait, et du coup ça me fait acheter le rôle, acheter le personnage, et j'en oublie un peu ce truc d'incarnation qui effectivement est un problème. T'as raison, moi je suis assez d'accord. Tu me donnes un personnage d'une gamine, faut qu'on puisse sentir qu'elle vient des Émirats arabes et tout. Là on le ressent pas. Je suis d'accord avec ça, mais tu vois, j'arrive à l'oublier, et ça je trouve aussi que c'est le tour de force du film, c'est de me faire acheter ces persos, moi. Ça par contre je suis plutôt d'accord. Encore une fois, c'est pour ça que même si
on va dire, je suis mitigé sur la question dans le sens, enfin, je suis mitigé. Non, je suis pas mitigé. Pour moi, c'est un Oui, défaut. C'est un défaut, Ouais. mais néanmoins, effectivement, je suis d'accord avec toi. Dans ce mauvais casting, il y a une bonne. Enfin, je comprends l'idée parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Elle dégage quelque chose, même si elle joue pas toujours de manière juste en termes de charisme naturel, etc. Et effectivement de relation avec Roche Dizem, ça match quoi. Mais je trouve ça quand même. Bon, voilà, je trouve ça dommageable. On va dire que c'est un point. Ouais, non, mais je comprends. Et en même Je temps, comprends, ce truc que je trouve dommageable, je peux le retrouver en fait à d'autres aspects dans le film qui sont, tu vois, des choix. Comment dire ? C'est des choix conscients qui sont faits, qui pour moi sont des mauvaises idées, ou en tout cas des trucs, quand tu les vois, tu te dis, bah ouais, mais non, en fait. Tu fais référence au budget du film. Là. Et bah du coup, je vais commencer à rentrer dans le côté budget du film. Il y a des choses en fait qui, comment dire, visuellement posent problème. Là, je vais plutôt parler directement de la fin du film en fait, parce que le reste, visuellement, je trouve ça plutôt bien. Oui, c'est le dernier gros segment du film, le dernier tiers. Quoi. Ouais, et le dernier gros segment, en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Parce que, pour être tout à fait clair, le décor à la fin du film, il est cheap. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, il est hyper cheap. Il est un peu cheap, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Sur le toit, quand il arrive, c'est une catastrophe. Et en fait, le truc, ce que je comprends pas, c'est que. Il sait en fait qu'il n'a pas le budget pour le faire, tu vois. Je comprends qu'il veuille le faire, je comprends l'idée de le faire, mais il y a un moment donné, de le faire comme ça avec le budget qu'il y a, ça ne fonctionne pas, tu vois ce que je veux dire. Et je comprends l'idée, c'est-à-dire qu'encore une fois sur le papier, l'idée du décor, s'il avait été hyper bien fait, s'il y avait le budget et les moyens de le faire, ça aurait été trop bien, tu vois, comme final. Mais je pense qu'on pouvait redescendre un tout petit peu le niveau, tu vois, de ce qu'il voulait, parce qu'il y a un côté, effectivement, tu vois, on va dire, pour remettre dans le contexte, le final, c'est censé se passer dans une grande tour, tu sais, ça fait un peu penser, je sais pas, à Dubaï ou Qatar, tu vois, avec les grandes villes très. L'imagerie de Dubaï, carrément. Voilà. Carrément. Et du coup, donc il arrive en parachute et tout ça. À la rigueur, j'ai pas de problème. Il y a c'est relativement bien fait, tu vois. La chute, quand il est dans le vide, il y a peut-être un plan un peu ridicule, je trouve, de profil, tu sais, à un moment donné où il glisse très vite. Mais en vrai, ça va. C'est pas Mission Impossible 6. Voilà. Mais ça va. Là, pour le coup, tu vois, je vais dire, là, je pinaille, mais en vrai, cette séquence-là, ça va. Mais dès qu'il arrive sur le toit, là vraiment, il y a plus de, c'est une catastrophe. Et quand je dis c'est une catastrophe, c'est pas qu'une question de genre de fond vert ou de trucs comme ça. C'est vraiment dans la patine du décor, tu vois. Elle est vraiment, je trouve, mais hyper cheap, quoi. C'est presque, enfin, bon, je vais être tout à fait sincère. Je trouve que t'as presque une patine de vieille série SF, tu vois. T'es limite, tu vois le côté plastique de la porte, quoi, tu vois. Non, mais le côté un peu carton-pâte des décors, je suis d'accord. Faudrait être de mauvaise foi pour prétendre le contraire. Moi, alors, là aussi, encore une fois, c'est pas pour défendre coûte que coûte le film, mais moi, en gros, je lui reconnais deux choses. Il y a cette notion de crescendo aussi, alors là, pour le coup, sur un aspect purement narratif, hein, c'est-à-dire que le film est quand même parsemé de séquences d'action qui sont, en fait, qui alimentent l'histoire, mais qui ne sont pas moteurs de l'histoire. Alors l'histoire aussi, c'est une histoire qui est très simple, on est sur un road movie, en fait le film réserve beaucoup aussi moments de respiration, de pause, on est vraiment dans l'intimité avec les personnages, et quelques séquences d'action qui amènent à ce gros best-of final, hein, entre guillemets, donc qui se passe dans cette tour, avec des décors un peu exubérants, un peu carton-pâte, on sent clairement le studio, c'est clair, et en même temps ce que j'aime bien, c'est que on est dans la... en fait, ce que je peux reprocher, parce que évidemment, sur l'aspect purement formel, sur la facture de l'image, ce que je reproche à beaucoup de blockbusters aujourd'hui, c'est moins le rendu des fois un peu catastrophique des fonds verts ou en fait des incrustations hyper mal digérées qu'on ressent tout de suite. C'est plutôt le côté gratuit de la chose. Des fois, il y a une espèce de surenchère, alors que le film ne demande jamais cette surenchère. Et dans le film, pour le coup, je trouve qu'elle est complètement... Toute cette séquence de fin est cohérente avec l'histoire. En fait, les personnages vont se retrouver, ne vont faire plus qu'un dans une espèce de séquence d'action finale à l'endroit où tout se joue. C'est-à-dire le rapport avec le père, on est quand même dans la tour du père, hein, basiquement. C'est là que tous les enjeux vont se rejoindre. Et en fait, je trouve ça cohérent de faire se terminer le film dans une espèce de décorum comme celui-ci. L'aspect dommageable, par exemple la séquence où il saute en parachute, effectivement, alors c'est pas, j'en rigole, ça va, c'est pas pour le coup ça va, enfin moi je trouve que c'est vraiment plus le côté décor, hein, parce que le parachute ça va.
c'est une super jolie scène parce que Ouais. tu vois, les personnages apprennent à s'apprivoiser aussi entre autres, hein, mais par leur passion commune des étoiles. Parce que Oui, lui oui. étant un ancien shooter, et elle, parce qu'en fait, les étoiles représentent un peu un espèce de moyen d'évasion, parce qu'elle est emprisonnée entre quatre murs depuis qu'elle est gamine. Donc en fait, le fait qu'ils se retrouvent là aussi à ne faire plus qu'un, parce que ils vont sauter ensemble, tu vois. Je trouve je trouve que dans la construction de leur amitié, et en tout cas dans la façon dont leur relation évolue, je trouve que c'est normal de faire se terminer le film comme ça. Et du coup, sur le plan vraiment du symbole, et je trouve que c'est plutôt une jolie scène, quoi. Alors après, effectivement, on ressent un peu le côté, ça manque de budget, c'est clair et net, tu vois. Mais moi, je salue l'idée, et je trouve que c'est un mec qui au moins va au bout de ses ambitions, quoi. Alors il fait avec les moyens qu'il a, et puis je trouve qu'il a assez de métier aussi pour quand même faire passer la pilule, parce que je trouve que c'est pas non plus, tu vois, un truc. Oui. Ça m'a pas complètement fait sortir du film, quoi. Non, mais tout à fait, je suis d'accord. En vrai, c'est comment dire. Après, encore une fois, hein, toutes les séquences, tu sais, de parachute et tout, même à la fin, quand il est avec la gamine et tout, en vrai, moi, ça va. Hein. Enfin, je trouve pas ça si. On a vu des films américains tu vois, bien plus moches que ça, hein, franchement. C'est vraiment toute la scène d'action, gunfight. Alors qu'il y a un côté cache-misère aussi, on va pas se mentir. Ouais, mais pour le coup, pareil, tu vois, ça, je trouve que ça va, tu vois. Parce qu'encore une fois, c'est frénétique, mais c'est lisible, tu vois. L'action est hyper fluide. Il y a aucun moment où je me retrouve perdu. Alors, après, tu me diras, le décor est simple dans le sens où c'est un couloir, donc c'est pas. Mais quand même. C'est un film qui est extrêmement storyboardé. Ouais. Il est préparé. Et en fait, chaque plan amène au suivant. Et tu sens que le mec, il investit pas tout l'espace avec 15 caméras et qui se débrouille derrière au montage, tu vois. Tu sens que ça a été pensé. Et c'est en ça que le film est à la fois hyper lisible et hyper frais dans sa manière de raconter les choses. Ça faisait longtemps que je voyais plus un film comme ça. On parlait des productions EuropaCorp, tu vois, où là tu sens clairement que les mecs se sont démenés au montage et ils ont tourné à 6 caméras, et puis ça donne un aspect brouillon, d'action que là tu n'en trouves jamais. Non, mais c'est pour ça. Du coup, je suis. C'est pas que je suis partagé en fait, c'est que je suis. Comment dire ? Je suis frustré en fait, mais je suis pas frustré de, tu vois, encore une fois, je pense que ce qui fait que le film tient, le film est bien, tu vois, genre concrètement, le film est bien, il est très bien même, c'est le réal, tu vois, qui apporte ça, quoi, encore une fois, c'est sa maîtrise du langage visuel, etc., qui fait que le film, il tient, et c'est juste, du coup, d'autant plus dommage, c'est que je trouve que les cicatrices, ce que moi je vais appeler les cicatrices ou au budget, ou pour moi quand même mauvaise décision du casting, pour le cas du personnage de Nour, sont des trucs qui sont quand même trop visibles en fait. C'est ça qui m'emmerde. Oui, pour toi, ça entache le film. Ouais. Et il y a un truc pour le coup aussi où je suis partagé, c'est la photographie. Alors bon, les plans, tout ça, le découpage, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ce côté, comment dire, je comprends l'idée du full numérique, etc. Il y a cet effet de réalisme de tous les jours dans le film. T'as vraiment ce côté, comment dire, habitude. Avec le côté on est dans des décors, tu vois, on n'est pas genre à Paris, on est dans des banlieues, machin, et du coup je comprends. On se faisait la réflexion en regardant le film tous les deux, ça fait du bien aussi, tu vois, de voir un film tout à fait tourné en province, tout à fait, tu vois, l'aspect road movie du coup prend tout son sens, carrément, vraiment une notion de voyage aussi dans le film. Ouais, ça c'est clair. Et ça c'est hyper appréciable, et du coup je comprends d'autant plus cette espèce de patine visuelle numérique, très avec des couleurs saturées. À chaque fois je me plante, mais je crois que c'est saturé. Enfin les couleurs ressortent bien et tout. Ressortent bien. Ouais. Mais encore une fois, le problème c'est que ce parti de prix faire ressortir, tu vois, c'est ce que je disais là, ce qu'on avait déjà discuté, faire ressortir les défauts de budget en fait. Et donc ça va toute la première moitié, on va dire les 3/4 du film, voire même plus, ça va. Et encore une fois, c'est cette séquence de fin qui va en pâtir, parce que c'est là qu'il va y avoir tous les effets visuels, etc. Et là, du coup, ça va ressortir à mort, d'autant plus qu'on a été dans un cadre extrêmement, avec un effet de réel très poussé. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Et en fait, ouais, alors moi ce que j'aime bien, alors déjà pour rappel, la photographie du film, c'est toujours son même chef opérateur, c'est Giovanni, alors j'espère que j'écorche pas son nom, Coltellacci. Attends, je vais réussir à le lire. En fait, c'est un mec qui avait officié avec Siri depuis ses premiers films, en fait, depuis Nick Gap, Otage, et je trouve qu'on retrouve un peu
une tessiture dans l'image. En fait, on reconnaît sa patte. Ça tient des espèces de couleurs très presque dorées, un peu orangées, là, très chaudes en fait. Espèce de texture de l'image tu vois, que je reconnais par exemple depuis Otage dans une moindre mesure, parce que évidemment le budget est moindre. Mais du coup, il y a une espèce de saveur quand même, il y a une espèce d'élégance. Ça confère une élégance au film. Et moi, le côté un peu exubérant parfois des couleurs, alors je pense notamment. En fait, le film est quand même malgré tout assez exubérant. C'est-à-dire, on est quand même dans un décorum, tu vois, le château, Carrément. tu vois, il y a aussi tout le folklore. De la famille, de leurs origines, de leur culture. Alors tu sais, les robes de couleur très marquées, qui dénotent un peu avec le côté un peu austère aussi du décorum. Enfin, en fait, il y a une espèce d'exubérance dans comment dire, la direction artistique, qui est quand même là depuis le début. Alors évidemment, à la fin, on termine dans le palais, mais du coup, je trouve que c'est pas complètement dissonant avec l'ambiance générale du film. Mais en fait, c'est pas. Tu vois, je pense notamment à des scènes, à des choix. Tu vois, la scène où la première fois où tu vois Roche Dizem, le personnage de Roche Dizem, donc d'Elias, qui doit surveiller la mère. Donc il est installé sur son espèce de chaise, un peu comme jury sur un terrain de tennis, quoi, tu vois, il est surélevé, puis donc il surveille la mère qui est en train de se baigner dans la piscine. Enfin, tout ce qu'il fait autour de la piscine, la scène avec toi l'eau qui se remplit au fur et à mesure, il y a un truc, c'est exubérant avec la film en vélo, avec le montage sonore, tu sais, et du coup je trouve c'est dans le ton, ça reste dans le ton du film, et justement moi ce que j'aime bien aussi, c'est que à la fin, et toi, alors ouais, on peut le considérer comme un espèce de décor assez cheap, en ce sens ça fait un peu carton-pâte parfois. Je pense notamment à toutes ces statues un peu égyptiennes là, qui viennent un peu, qui sont alimenter un peu le décor. Mais en même temps, j'en vois pas beaucoup moi. Tu vois, mais c'est sûr. Mais c'est en fait en France, c'est ça que je trouve aussi sympa. Et puis bien en plus, sûr. il joue avec son décor, tu vois, il joue avec les éléments du décor, il joue avec la fumée, et puis avec on fait l'eau, péter les vitres, etc. Du coup, mine de rien, il y a aussi un truc, il le fait aussi pour styliser un peu la scène, mais aussi pour camoufler un peu ses défauts, qui sont là, hein, et je trouve que ça marche plutôt bien. Mais en fait, je suis en train de me faire la réflexion, encore une fois, c'est juste que c'est vraiment pour moi juste une frustration de budget, parce qu'en réalité, effectivement, tu vois ce que je dis par rapport au ton d'image, c'est même pas vraiment enfin si, c'est un reproche, mais c'est pas un c'est un reproche vis-à-vis de la fin, parce qu'en fait en réalité je comprends, tu vois, ça a du sens de faire ça, et quelque part c'est vachement couillu de sa part d'assumer ce ton et d'assumer le sens jusqu'au bout, même si il sait qu'en fait il a pas le budget pour que ça soit hyper quali derrière sur d'autres points, donc le décor, les effets visuels, etc. Donc mais du coup ça me frustre, parce que je me dis putain, fait chier, mais en fait il manque tellement pas. Allez, donnez-lui 5 millions pour juste affiner les effets visuels et le décor de la fin, et ce serait littéralement parfait en fait, tu vois. C'est dommage, tu vois. C'est vraiment. C'est sûr. Après voilà, tu vois, moi il y a quelques séquences vraiment. Moi, je retiens du film aussi certaines séquences, des gros morceaux de bravoure, quoi. Tu vois, notamment la scène, par exemple, dans la caravane, la façon dont toute la scène de baston est construite. Je trouve que c'est quand même, je sais pas, je trouve ça hyper sec, hyper nerveux, hyper violent aussi, quelque part. D'autant plus que le personnage de Rose Dizem, alors on a dit que c'était un personnage qui était névrosé, parce que traumatisé justement. Alors on apprendra plus tard dans le film qu'il a été retenu pendant 1 mois en otage, en tout cas, il a été torturé pendant 1 mois pour le forcer à parler, ce qu'il ne fera pas. Donc ça te décrit aussi hein, les principes du personnage, qui est quand même un mec qui est capable d'endurer des choses horribles, et du coup forcément la résultante de ça, c'est que c'est un mec qui a des névroses, mais psychotiques, hein. C'est-à-dire que là on est presque dans la schizophrénie. D'ailleurs il nous est dépeint comme ça dès le début du film, et du coup moi ce que j'aime bien, c'est que c'est un espèce d'anti-héros, donc clairement, mais en fait tout le film, toute la construction scénaristique du film pousse à te faire croire qu'en fait tout ce que tu peux voir dans le film, c'est potentiellement lui, c'est dans sa tête, qui s'imagine. Alors, et d'ailleurs les bad guys en jouent aussi de ça. Tu sais, il connaît son profil, il y a une espèce de truc où on essaie de tout lui faire porter sur le dos, en trafiquant des images, tu vois, par des coups de Trafalgar. Et du coup, moi ce que j'aime bien, c'est que toi aussi tu es en position de te demander qu'est-ce qui se passe, tu doutes, du coup ça participe à faire en sorte que tu sois pris dans l'histoire.
Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est la gamine qui va un peu le canaliser au fur et à mesure du film. Il y a une très belle scène notamment où la première fois il se retrouve de nuit dans le jardin, dans la cour du château, où elle est en train de regarder les étoiles justement avec je sais plus, avec son espèce d'enregistreur là. C'est un télescope numérique. Ouais, voilà, tu vois, il fume une clope avec elle, et puis en fait, c'est là qu'ils vont commencer vraiment à s'apprivoiser, tu vois, à se confier un peu sur leur passé, sur elle, sur le fait qu'elles se sentent un peu emprisonnées, et le tout porté par une espèce de musique. Alors ce n'est pas Desplat, hein, contrairement à Alexandre Desplat, contrairement à ses précédents films. Là, c'est son chef orchestrateur. Et je trouve qu'il y a un joli thème aussi enfin, du coup, je sais pas, je trouve que il y a des très belles scènes quand même qui parsèment le film, en plus des séquences d'action qui sont assez impressionnantes et pour le coup hyper bien filmées. Et c'est en ça, moi, je trouve que du coup, c'est vraiment hyper plaisant d'avoir un film comme ça, qui soit tenu comme ça, et en plus qui sort un peu dans l'indifférence, parce que pourtant c'est un événement pour nous. Mais tu vois, le film, il a pas marché. Non, il a pas marché. Je crois qu'il a fait 200 000 entrées quoi, en France. Ouais. Tu vois, c'est juste ridicule. Tu vois. Bah, après, il faut dire que là, il est tombé très mal parce que entre le Comte de Monte Cristo, tu vois, qui a cartonné à côté. Il y a comment s'appelle le film français Artus. Un petit truc en plus, tu vois. Enfin, en fait, tu vois, il se retrouve au milieu de gros films français que tout le monde est allé voir et qui ont vraiment fait un carton, tu vois. Et puis en termes de, tu vois, action, blockbuster américain, bon, malgré la qualité, il y avait Deadpool 3 en face, donc si t'as le choix, malheureusement, quand tu bah ouais, mais le problème c'est quand tu il y a eu aucune promotion surtout, t'as l'impression. Ben c'est ça, mais tu vois, du coup le film, il peut pas, à côté de ces films là que tout le monde va aller voir, bah en fait il peut pas tirer son épingle du jeu, hormis même sans parler de rivaliser, tu vois, mais faire une petite surprise, tu vois, c'est plus possible en fait. Mais c'est après ça, c'est la problématique de ce qu'on a commencé par dire en fait, que ces calibres de films-là, même à un niveau américain, hollywoodien, en fait, ça n'existe plus. Ces films-là, ils sont directement sur Prime Video enfin, ils sont sur les plateformes, en fait, si tu veux. Parce qu'au cinéma, ils sont bouffés par toutes les sorties. Et ça, c'est vrai que c'est terrible, quoi. Et pourtant, en film d'action... C'est vrai que t'as raison, hein. Là, c'est vraiment un postulat. C'est un film d'action comme on en faisait dans les années 90, si tu veux. Et tous ces films-là sont reliés sur les plateformes. Mais c'est vrai que c'est un drame. Aujourd'hui, en fait, ce qui sort en film d'action, c'est des très gros budgets. Ouais, c'est ça. Tu vois, quelque part, il y a eu Largo Winch qui est sorti. Et putain, d'ailleurs, c'est terrible. Je pense que Largo Winch a eu plus de budget que ça, alors que vraiment le dernier Largo Winch, c'est une sombre merde. Hein, je veux dire, c'est vraiment, j'ai pas de mots hein, pour. Il y avait vraiment une attente. Le dernier Largo Winch, c'était il y a quelques années, quand même. Bah non, le dernier Largo Winch, c'était cet été. Non, mais justement, mais celui d'avant. Ah, celui d'avant. Pourquoi un retour de cette saga? Enfin, je n'avais pas souvenir d'avoir fait des scores incroyables au box-office. Non, mais je crois que ça a marché relativement. Ouais, ça marchouillait. Je crois que c'est peut-être après, comment on appelle ça? C'est peut-être marché DVD où ça a un peu plus fonctionné, peut-être derrière. Je t'avoue que le retour de Largo Winch, je sais pas du tout. Hein. Je sais juste, c'est peut-être Thomas. Je sais pas qui a demandé un troisième Largo Winch pour être. Bah si, après je pense qu'il y a un côté Largo Winch, c'est quand même une BD qui a un peu de comment on appelle ça, qui a quand même une renommée, tu vois. Et clairement, on va pas se mentir, qui a quand même le potentiel d'être une saga de films. Enfin, tu vois, en termes d'adaptation, t'as tout ce qu'il faut, tu vois. Je veux dire, pour faire un bon film d'action, un bon film de genre et tout. Bon là, après, voilà. Après les deux premiers sont pas nuls, hein. Le troisième est vraiment dégueulasse, mais les deux premiers sont sympathiques, hein, tu vois. Après le nombre d'événements de la sortie de Elia, je pense que ça tient aussi à la manière dont c'est considéré Syrie en France, c'est-à-dire que à l'époque, tu vois, il faisait partie de un peu de cette lignée de réalisateurs qui ont été de jeunes réalisateurs, je pense à Alexandre Aja, des mecs comme ça, encore que Aja ça s'est arrangé, mais tu vois, des mecs qui ont été récupérés par les Américains dès l'instant où ils ont tourné un film là-bas. Donc dans le cas de Syrie c'est Otage, tu vois, la presse les a pas du tout, la presse française en tout cas, ça a été comme une trahison en réalité. Donc je m'en rappelle des retours d'Otages, c'était quand même très mitigé en France, alors que le film, voilà, la qualité est là, ça a été reconnu, on tenait un super film d'action. Le mec n'a bénéficié d'aucun soutien en France. Après, les magazines spécialisés à la Mad Movies et tout ça. Ouais. Après, les retours critiques sont pas non plus dégueux au niveau presse. Non, mais sur Elias, non, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, c'est pas un mec qui est revenu en France avec des budgets incroyables. Il est revenu après faire son
son film de guerre. Alors, en plus, ce qui est là où c'est hyper intéressant avec ce mec-là, c'est que justement, le tournage de Tâche est très bien passé. Bruce Willis a adoré le résultat. Il a voulu le reprendre Pour Die Hard 4, ouais. tourner Die Hard 4, Ouais. tu vois, la position de ouf. Et lui, il a préféré rentrer en France pour faire son film de guerre sur la guerre d'Algérie. Et pareil, son film de guerre, donc L'ennemi intime, qui est un très bon film, qui est pas mon préféré du bonhomme, mais qui est quand même un film déjà hyper couillu, parce que faire un film sur la guerre d'Algérie, encore aujourd'hui, c'est hyper compliqué parce que la France, c'est quand même un sujet hyper sensible, Ouais. contrairement aux Américains qui vont faire 40 films du Vietnam. Ouais, sur le ouais, Vietnam, on a un problème au niveau Voilà. de nos erreurs Bah, du passé ou de nos dossiers exactement, de sensibles. regarder l'histoire en face, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, le mec arrive à produire ce truc, mais ça a été une galère de tous les instants. Toi, le film a eu des plutôt bons retours, hein, pour le coup, mais aujourd'hui, c'est un film qui repasse nulle part. Enfin, tu vois, personne ne parle de L'ennemi intime, quoi. Et dire à tel point. Mais Clouseau, pareil, les c'était, Need Gap non plus, hein. Bah, Nick Gap, non, mais c'est des petits Tu vois. films, bah, justement. Et je pense que Nick Gap aussi, d'ailleurs, le film, quand il est sorti aux États-Unis, n'importe quoi, en France, en salle, ça peut être un succès. Mais parce que c'est pas le genre de film que les Français produisent, simplement. Je pense que c'est pas la culture aussi. Tu sais, du cinéma d'action en France, c'est quand même des films qui sortent un peu. Honnêtement, moi je me rappelle Need Gap à l'époque, c'était surtout parce qu'il y avait. Enfin, le seul truc qui a, entre guillemets, fait marcher le film un peu, c'est que c'était l'époque Samina Seri Taxi, tu vois. Et que. Et que t'avais, tu vois, Benoît. Oui, c'est Benoît Magimel, enfin, tu vois, qui était un peu Magimel, ouais. les gros acteurs montants du moment. Et c'est pour ça que le film a quand même fonctionné, parce que du coup, ça s'inscrivait dans la continuité de ces films, de ces acteurs qui marchaient, tu vois. Et puis il a cartonné surtout sur le marché vidéo. Ouais. Exactement. Ouais. Et mais du coup, c'est vrai que du coup, c'est une. Pour moi, ce film, il est bien, tu vois. Je le tu vois, je l'ai pris en Blu-ray pour l'occasion et je regrette pas. Je le regarderai avec grand plaisir. Je le montrerai à mon père avec plaisir. Je pense qu'il appréciera parce que c'est typiquement, comme on dit, c'est la vibe des films d'action américains des années, enfin de bons films d'action américains en fait, ou de bons films d'action tout court en fait. Et alors, ce qui n'empêche pas d'être un série mineur, hein, attention, je suis pas en train de oui, mais c'est même pas un problème. C'est même pas un problème. Par exemple. C'est même pas un problème. Tu sais, même, tu vois, on aurait les trucs qui me frustrent, tu les corriges. Le film en serait pas non plus à la hauteur de Need Gap et tout, mais c'est vrai que c'est. Non. Encore une fois, ça me fait presque. C'est de la frustration parce que je vois les cicatrices, quoi. Je vois les cicatrices et je peux pas m'empêcher de me dire putain, oui, c'est pas de sa faute, tu vois, c'est ce qui est d'autant plus frustrant, tu vois, c'est que tu te dis, enfin, bon, hormis le casting, bon, ça se discute déjà un peu plus, mais hormis ça, tout le reste, c'est objectivement pas vraiment de sa faute, quoi. Parlons du casting, parce que c'est vrai que oui, alors, on s'est beaucoup épanché sur la pauvre d'ailleurs, c'est non, mais Jeanne Michel, mais oui, moi, l'autre grosse force du film pour moi, par contre, sa fabrication, c'est vraiment Roche Dizem. Ouais, et là, clairement. moi, ça confirme tout le bien que je pensais du bonhomme, parce que c'est un mec qui a fait un peu tout, qui est passé par tous les genres de films, hein, mais cinéma d'action. Alors, tu vois, moi, je me rappelle lui dans Go Fast, ça remonte à déjà quelques années, où le film c'était un film très moyen, mais lui était déjà assez impressionnant dans l'intérieur du film. Et dans Elias, je le trouve, tu vois, en fait, je me pose jamais la question, tu vois, c'est beaucoup le cas en France dans les films d'action. Enfin, tu vois, le jeu un peu des acteurs, tu sens, il y a un côté pas naturel. Enfin, c'est très bizarre. Je sais pas si c'est dû à notre culture, à notre façon de parler. Je trouve que tu sens à chaque fois les mecs ils sont sur une note, sur un ton, et puis ils n'en démordent jamais, tu vois. Que là, en fait, lui, il incarne le mec un peu taiseux, qui intériorise beaucoup, et du coup, il y a une espèce de force animale qui se dégage du personnage, tu vois, d'espèce de force tranquille et qui peut exploser à tout moment. Et en fait, il en est d'autant plus impressionnant. Moi, j'aime beaucoup le début du film, la façon dont on présente le personnage. Tu vois, alors, en fait, on nous montre un peu ce qu'on croit être son appartement. On nous filme vraiment. Alors, tu découvres assez rapidement qu'il est suivi par un psychologue qui lui rend visite quotidiennement. En fait, le mec a des trous dans les murs, il observe ses voisins. Enfin, tu sens le mec qui est complètement. Gros paranoïaque, quoi. Exactement, qui est parano et tout ce que tu veux. Et en fait, tu te dis, bon, il vit chez lui, mais bon, il reçoit la visite, il reçoit en fait quotidiennement son psychologue, tu as un suivi depuis qu'il est rentré de la gare. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, tu comprends qu'il ne vit pas dans un appartement, dans une résidence classique, mais il est dans un foyer pour adultes, quoi. Et en fait, tu sens que le mec, il s'est pas du tout réadapté à la vie en société, que le mec, il vit dans ses traumas. Il y a même des séquences un peu oniriques où tu le vois, il y a carrément des crises de colère, tu sais. Il se prend pour un autre, en fait. Tu vois, c'est qu'il revit. En fait, quand on appelle ça, là pour le coup, c'est le syndrome post-traumatique. En fait, il revit. Ouais. Il revit des passages de son trauma, soit de quand il s'est fait torturer, soit de quand il doit lutter avec des mecs. Enfin, c'est vrai que ça, c'est hyper bien. Et
du coup, effectivement, et il le joue trop bien, et encore une fois, dans la mise en scène, du coup, avec ce côté, ce ton réaliste, du coup, est d'autant plus justifié, parce que, encore une fois, on va montrer justement son incapacité à se fondre dans le monde d'aujourd'hui, quoi, en fait. C'est clair. Et en fait, il va réussir à se réadapter aussi avec l'aide de cette gamine. Oui. Où justement, elle a un trauma également. Le trauma, c'est toute son éducation, hein. Elle était promise à un mariage forcé. Enfin, il y avait un truc un peu comme ça. Voilà. Elle s'est extirpée par la force des choses d'un milieu vraiment hyper hostile. Et en fait, par la force des choses, au fur et à mesure du film, ils vont se reconnaître. En fait, ils vont trouver en l'autre espèce de miroir, quelque chose qui vont se rapprocher. Et ça passe par l'action, ça passe par des dialogues, mais hyper bien pensés. Le film, en fait, est très pauvre en dialogue quelque part. C'est très visuel. Ouais. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est là aussi la qualité du film. C'est-à-dire que le film a été, donc c'était Siri qui le précisait, qui a été extrêmement storyboardé, préparé. Et du coup, ça se ressent. Il n'y a pas un plan qui... chaque plan ramène à l'autre. Et la jonction entre les scènes, le découpage, c'est hyper intelligent, quoi. Je trouve que ça contribue à rendre le film hyper fluide. C'est un vrai plaisir, quoi. Et moi, je trouve que c'est pas du tout une révolution. Clairement pas, aussi bien scénaristiquement parlant que en termes de mise en scène. Ça reste un film qui est assez scolaire, mais qui est très bien fait. Et voilà. Et moi, je trouve que c'est ce que je voulais voir, en tout cas. Et ça confirme tout le bien que je pense du bonhomme. Et je suis content de le revoir revenir par la petite porte. Ouais. Malheureusement, l'échec cuisant du film fait que je sais pas comment il s'y trouvera d'autres financements. D'autant plus que lui, il a dit qu'il souhaitait pas spécialement retourner aux États-Unis, alors à moins qu'on lui propose un gros projet, un truc intéressant, mais je sais pas quel genre de projet il pourra faire par la suite. Ouais. Mais c'est vrai que encore une fois, c'est hyper frustrant, quoi, parce que en vrai, je pense que ça fait partie je réfléchis, hein, mais peut-être des meilleurs films d'action de ces 5 dernières années, peut-être, tu vois. Enfin. Ou peut-être même plus, en fait, parce que je sais pas c'est quand la dernière fois que en petit film d'action comme ça, tu vois, on s'est dit putain, c'est vraiment mortel, tu vois. Il y en a eu quelques-uns, mais je veux dire, en tout cas dans cette typologie film d'action. Oui, mais c'est ça, dans ce côté petit film médian et tout, j'ai pas. Parce que oui, c'est sûr, tu vois, genre nous on a kiffé des trucs comme Mad Max, etc. Mais c'est un autre niveau de film d'action, tu vois ce que je veux dire, on est sur du blockbuster plus. C'est ça. Mais dans ce type de film, je pense que ça fait partie des meilleurs films de ces... Enfin après peut-être oui effectivement peut-être là on va mais en tout cas il fait partie du haut du panier, quoi, tu vois, clairement. Et tu vois, c'est pas rien, quoi. Non, c'est ça. C'est ça. Tu vois, effectivement, si tu veux, tu vois, dans sa carrière, c'est pas le film voilà dont on se rappellera en repensant forcément à Siri en premier, tu vois, mais tu vois, n'empêche que ça dénote pas. Et puis surtout, le mec, il revient aux affaires depuis, je sais pas, une dizaine d'années, quoi. Il a pas fait de film d'action. Si ce n'est plus, hein, son vrai film d'action, son dernier film d'action, c'était Otage. Si on considère que Ennemi Intime n'est pas un film d'action, donc ça remonte à quoi? Ça remonte à presque 20 ans, quoi. Donc moi, je trouve que c'est top de voir qu'un mec qui est passé un peu par tous les genres, tu vois, revienne un peu aux sources. Et revienne aussi avec cette maîtrise du montage, du découpage. Tu sens que le mec a pas perdu ce qui faisait son art, quoi. Et moi, je trouve que c'est hyper louable, quoi. Ouais, carrément. À saluer, parce que à l'aune d'un cinéma, franchement, d'action français où en fait il y a rien, quoi. Il y a vraiment rien du tout, quoi. Bah en fait, à part lui et peut-être, tu vois, il y avait mais bon, c'est pas vraiment un film d'action, Bac Nord, tu vois, par exemple, où je réfléchis, mais c'est vrai que en fait il y a presque que lui, quoi, en fait, en film d'action français, tu vois. C'est-à-dire que Bac Nord et tout. Non, mais en fait, le truc, c'est que en fait, t'as deux choix possibles. En France, quand t'as un film d'action, un peu, on va dire un peu comme Bac Nord, entre guillemets, si c'est un film d'action, mais si tant est en tout cas qu'on puisse le considérer comme tel, c'est des films caméra à l'épaule. Ouais, voilà. Tu vois, c'est jouer vraiment sur le côté hyper nerveux, le côté hyper immersif du truc, mais en fait, ça se repose vraiment sur une espèce de caméra, sur une espèce de captation en direct, tu vois. Mais c'est pas du tout pensé, tu sens que c'est pas des films qui sont forcément hyper storyboardés, que contrairement là où en fait chaque plan en amène un autre. Moi j'aime beaucoup le plan où Elias par exemple arrive sur le parvis du château, tu sais, il sonne au portail, on lui dit de regarder la caméra, et en fait la façon dont c'est filmé, je sais pas si tu te rappelles, t'as un espèce de plan sur le château
espèce de travelling qui descend, qui Ouais, ouais. arrive sur la tête de Elias qui Oui. apparaît dans le cadre, dans le champ. Et en fait, c'est des trucs, c'est hyper stylé quoi. Tu vois très peu de trucs comme ça en France. Et en fait, le film en est rempli de petits moments un peu comme ça, où c'est un vrai plaisir de découpage quoi. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, le série est hyper passionnant. Sur le Blu-ray, tu as une interview assez complète de lui, qui doit durer, je pense, une bonne demi-heure, où il revient un peu sur toutes les étapes de la fabrication. Et en fait, tu sens la passion quoi, qui transparaît dans l'interview. Il y a un truc, et ça se ressent, je trouve. Et donc voilà, ouais. Donc moi, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, c'est que le film est passé un peu inaperçu. Très peu de monde en a parlé en réalité quand tu reviens sur l'année 2024. C'est vraiment sorti dans l'anonymat le plus complet, alors que c'est quand même un petit événement et il y en a pas beaucoup de films comme ça, surtout pas en France. C'est vrai que c'est soutenir quoi. C'est un peu bizarre parce que tu vois, autant il y a un côté dès que il y a un film français de SF ou fantastique qui sort, tu vois, là il y a une espèce de grosse promo en grande pompe, tu vois, genre t'avais le film avec Romain Duris là, ou avec Guillaume Canet là, le truc avec la pluie acide là, tu vois. Je sais plus, enfin t'as deux films comme ça, t'en as un avec Romain Duris avec le règne animal. Oui. Enfin tu vois. Oui, alors qui était une espèce de. Tu vois, dès que t'as deux films de genre, tu vois, mais en fait le film d'action c'est aussi un film de genre, tu vois. Mais là pour le coup. Ouais, mais parce que le règne animal c'est des films. Comment dire, ça reste des films autorisants. Oui, mais c'est ça. Ouais, mais en fait, excusez-moi, Siri, on n'est pas moins un auteur, en fait. Alors oui, c'est plus du divertissement. C'est plus du divertissement, effectivement, dans sa démarche première, mais enfin, quand même, quoi, je sais pas. Et bref, voilà, il y a, ouais, je pense que c'est peut-être ça, c'est peut-être juste ça, c'est que oui, c'est que nous, on a cette espèce de culture de la vision d'artiste un peu quoi. Mais c'est clairement un auteur, c'est lui qui écrit ou réécrit ses films. Tu vois par exemple, j'en pense à Otage. Pour le coup, Otage, il y avait un scénario, c'était Bruce Willis qui lui avait donné ce scénario en disant lis-le, je veux que ce soit toi qui le fasses. Après avoir découvert justement Nick Gap, qu'il avait adoré. Et en fait, Siri donc a lu le scénario, lui a dit mais c'est pas intéressant. En fait, c'est une adaptation d'un bouquin. Il lui a dit mais on ne voit pas beaucoup. En fait, il a complètement réécrit alors avec ses scénaristes, le film, pour donner au rôle de Bruce Willis, c'est un personnage qui est vraiment hyper important, parce que en fait, dans le scénario de départ, on le voyait 20 minutes. Et du coup, il a complètement réécrit le film, avec le trauma d'origine, il en a fait vraiment un personnage torturé qui va retraverser l'horreur pour finalement régler ses comptes, ses problèmes. Et en fait, c'est Siri qui insuffle ça. Et ça passe aussi par le choix du comédien, par voilà, le choix des dialogues, le storyboard. En fait, comme il raconte ses films visuellement, avant tout visuellement, du coup il est storyboard à chaque fois. Et du coup ça se ressent, et ça c'est un auteur. Je sais pas s'il y a beaucoup de cinéastes en France qui storyboardent leurs films du début jusqu'à la fin quoi. Je ne pense pas. Voilà. Je veux pas être méchant, mais je suis pas sûr. Non, je suis vraiment pas sûr. Ouais. Non, mais c'est ça. Autre truc aussi que je n'ai pas trop parlé par rapport au casting. En vrai, j'aime bien, même si à un moment donné, j'étais un peu, peut-être un peu, je sais pas comment dire, peut-être de mauvaise foi sur le jeu des acteurs, etc. Dimitri Strange. Mais en fait, ça va. Et pour le coup, dans tous les cas, je trouve, j'aime bien sa gueule, quoi. Encore une fois, je trouve que tu retrouves ce côté casting de gueule un peu, tu vois. Clairement. Et il n'y a pas que lui. Son collègue garde du corps, l'acteur, Frédéric Marambet. Oui. Je le vois, Brabus là. Ouais, il a une gueule aussi, tu vois. Il y a des trognes, et ça c'est aussi un plaisir. C'est un vrai plaisir de cinéaste. Et ça joue beaucoup au charisme global quoi, du film, et puis avec Roche Dizem au-dessus de tout le monde. Quoi. Clairement. Très clairement. En plus, Roche Dizem, faut quand même rappeler, je crois, je dis pas de bêtises, je me renseigne en même temps, mais je crois qu'il a 59 ans quand même, le bonhomme. Donc là, il a pris du poids, il s'est préparé, musclé pour le rôle. Et puis, du coup, le mec, il est impressionnant, quoi. Ouais, non, mais franchement, on y croit. Enfin, il a rien à envier à. Encore une fois, je veux dire, à ses homologues américains, tu vois, quelque part. Et puis ce que j'aime bien, c'est que là aussi, où ça fait très. Il y a un côté western, très héros à l'américaine, c'est qu'il a une espèce de toc, il a un espèce d'instrument qui sert à couper les cordes, là, pour. J'ai oublié le nom, mais oui, l'espèce de petit couteau, là. Qui fait claquer en permanence, comme un espèce de tic, et quand il le fait, souvent, il est en proie à des espèces de visions. Qui est hyper bien, en fait, parce que c'est ça, c'est qu'en fait, à la fois.
ça lui donne effectivement un espèce de petit leitmotiv qui le caractérise, et en même temps, c'est aussi la caractérisation de son, comment on appelle ça, enfin, je veux dire, pour le spectateur, il y a le côté un peu charisme, un peu badass du mec, tu vois, qui clac, et en même temps, c'est son toc à lui de mec complètement complètement parano, complètement détruit à l'intérieur, quoi. Et en plus, donc, ça commence là-dessus, ça commence par lui, tu sais, qui est seul dans sa chambre et qui joue avec le clac, et après il va faire son truc, tu vois, il fait son truc parano il met son scotch parce que peut-être que quelqu'un va rentrer dans sa chambre, et en fait en fond, même s'il fait plus le geste, t'entends toujours le clac avec un tout petit peu en fait lui il a toujours ça dans la tête, quoi, en fait. Et ça contribue à te faire douter de la véracité des faits que tu vois à l'écran. C'est ça. Parce qu'en fait, du coup, on comprend assez rapidement que dès que ce toc le reprend, et ben en réalité, c'est souvent dans des moments où il a des espèces de, alors, non pas forcément des visions hallucinatoires, mais en tout cas, il se projette dans la guerre, il vit les événements du passé, il a ses crises, en fait, tout simplement. Et en fait, du coup, tout le début du film, quand tu sais ça, tout le début du film, en fait, la musique est aussi, fonctionne aussi grâce à ce... Enfin, tu vois, parfois, ça apparaît de temps en temps, le clac. Comme un gimmick musical, en fait, qui accompagne une scène. C'est ça. Et en fait, du coup, tu te poses la question de savoir, après coup, mais est-ce que la scène que tu as vue... est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et du coup, c'est là aussi où c'est malin, c'est que le mec, il n'a pas besoin de dialogue pour te le faire comprendre, pour te faire douter. Tout passe par le son, l'habillage sonore, la musique utilisée, le choix du montage, du découpage. Et du coup, ça, c'est là que tu ressens que le film a été hyper bien pensé, quoi. Et du coup, voilà. Et puis moi, j'aime aussi, c'est con, c'est tout bête. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on l'a pas souligné, mais le film dure quoi, 1h40? Ouais. Et putain, ça fait plaisir aussi, quoi. Ouais. Il y a aucun moment où je m'ennuie dans le film. Quels que soient les défauts qu'on peut lui trouver, parce qu'il y en a sur la fin, c'est compliqué. Mais franchement, et en même temps, la fin, ce qui s'y passe à l'intérieur de la tour, je trouve que c'est quand même hyper cool, quoi. Ah ouais, la scène d'action est hyper bien construite et tout. La gamine, c'est elle qui va pour le coup le guider sur un terrain qu'elle connaît bien. Et du coup, ils font plus qu'un, en fait. Tu vois, ils étaient des parfaits étrangers au début du film, qui se haïssaient, quoi, quelque part. Puis à la fin, ils ne sont plus. En fait, ils ont besoin de l'autre pour apprendre à se réadapter, quoi. Je viens d'y penser, il y a presque un côté Aliens, en fait, avec tu sais, Ripley avec le gros gun qui porte Newt sur elle, avec tout le truc. Puis avec l'ascenseur, jeu de l'ascenseur, tu vois, pour sortir du truc. Alors, allez, petit défaut, bon, vraiment c'est pour pinailler, pour rigoler un peu. Je pense qu'il est pas trop à l'aise, pas très à l'aise avec tout ce qui est technologie, monsieur Florent Emilio Siri. Parce que alors le coup du deepfake, et puis tu sais, je sais plus, à un moment donné, t'as un truc avec une grosse barre loading. Tu sais, en mode, je sais pas comment dire, tu vois. Bon, mais ça va. En fait, non, mais c'est mignon, si tu veux, mais ouais, le deep. En fait, ça m'a fait penser à un truc. Ça me fait penser à des films, tu vois, genre des espèces de films de thrillers ou des gros films de science-fiction complètement bourrins des années 80. Oui, non, mais c'est ça. Peur bleu, avec les écrans d'ordi où t'as carrément des espèces de. En fait, mais c'était, ça n'avait aucun sens. Tu sais, c'est genre, on te fait ça, je crois que c'est dans un film avec Jean-Claude Van Damme où genre le mec il montre, tu sais, à l'image en mode genre regardez, ceci est une puce, et là on voit sur un ordinateur les mecs ont eu le temps de modéliser la main de Jean-Claude Van Damme en 3D avec le truc et faire des zooms et tout. En fait, ça ne marche pas comme ça, monsieur. Mais ouais, mais c'est vrai. Mais en fait, dans l'imagerie du truc, non, mais c'est pas grave. Du décorum, des personnages, de tout ça, je trouve que ça s'intègre. Ça va. Mais c'est vrai que du coup, moi je t'avoue, ça me fait rire, tu vois, pour le coup. Ouais, non, mais bien sûr, mais tu vois, ce serait du green grass, t'as un truc hyper ultra réaliste. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Ça donne un trait de ouf, tu vois. Mais en fait, tu vois, c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, avec ce qu'il a fait sur Elias. C'est que tu vois, je te dis, néanmoins, il y a quand même un effet de réel qui est hyper poussé. C'est-à-dire que oui, tu vois, il n'y a pas le côté caméra à l'épaule, hyper terre à terre et grave et tout, d'un green grass, tu vois, qui là va donner aussi un effet de réel documentaire, j'ai envie de dire. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ça donne un effet de réel un peu documentaire, proche du documentaire. Mais en même temps, là, l'effet de réel, il est quand même là, c'est-à-dire que, mais je pense que c'est dû beaucoup au côté road movie et décor, tu vois, tout venant, quoi. C'est-à-dire que, comme on disait, en fait, t'as à un moment donné une scène de course-poursuite dans des lotissements, ça aurait pu être tourné près de chez nous, tu vois. Pareil, tu vois, l'autoroute, le périph', tu vois, et en fait, ils filment même des trucs qui sont concrètement considérés comme du déchet visuel, tu vois. C'est-à-dire que, très sincèrement, je pense que quand il va en ville, à un moment donné, ils vont en... Comment on appelle ça,
dans des magasins, il emmène la mère et la fille, il les protège, etc. Et enfin, je pense qu'ils ont gardé les poubelles, les panneaux et tout, là où dans d'autres films, tu vois, il faut tu vois, cleaner l'image et tout ça, c'est du déchet. Non, c'est pas du déchet, Oui. ça fait partie du décorum, ça fait partie du décor on vit là-dedans, quoi, en fait. Et du coup, c'est très paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a ce côté imagerie blockbuster hyper stylisé avec, comme on disait, tu vois, des plans travelling, drone, machin et tout, avec un découpage hyper précis. Pas du tout proche des corps et tout, et en même temps il y a un effet de réel qui est hyper poussé de bah oui en fait je crois c'est notre monde à nous quoi en fait j'y crois à mort quoi et c'est et c'est ce qui fait aussi la force du truc quoi. Complètement. Mais bon le deepfake c'est pas son truc quoi. Non mais c'est clair, mais j'ai pas assez, je me suis pas assez arrêté sur la musique que je trouve aussi sympa. Moi, je la trouve vraiment belle et je trouve qu'il arrive à elle donne un petit film. Elle donne un ton, elle est juste pas marquante quoi. C'est-à-dire que tu vois, je sors du film, je fredonne pas la musique, j'avoue que je l'ai un peu oublié. C'est le contraire. Ah ouais. Moi je l'avais bien en tête, tu vois, et j'aime beaucoup les moments où elle intervient. Je trouve que oui, sur la plage. Pour moi c'est ça, c'est qu'en fait sur le moment de la scène et tout, ça donne une ambiance et en plus ça justement elle est très bien pour cet effet de malaise, tu vois, et ces moments de paranoïa où tu te doutes et tout, et les moments d'émotion. Mais malgré tout, effectivement, moi je me souviens pas de la musique quoi. Assez sobre, mais c'est marrant parce que on dirait du déplay alors que ça n'est pas directement. Ah si c'est son chef orchestral, il doit avoir le même ton un peu. Il doit avoir le même ton. C'est comme tu vois quand t'as comment il s'appelle quand t'as Hans Zimmer et tous ces assistants qui deviennent compositeurs, ils sont dans la même trempe. Tu vois, t'as Lorne Balfe, tu vois Mission Impossible les deux derniers là 5 6 7 d'ailleurs je crois. Tu ressens la patte Zimmer. T'as aussi comment il s'appelle Marc j'ai plus son nom. Mais qui avait fait par exemple sur il me semble Prometheus et des filles, il a fait pas mal de films de Ridley Scott et t'as ce ton aussi un peu très très Zimmer, tu vois. Donc souvent oui les assistants, les seconds assistants des compositeurs, ils ont la même patte un peu. Oui, clairement. Et puis c'est à l'image du film quoi, tu vois, je trouve que c'est un petit film qui sera pas hyper marquant mais qui est tout à fait honorable, surtout aujourd'hui dans le paysage actuel. Ça ne marquera que les geekos comme nous, quoi. C'est ça. Et en fait, les adeptes du bonhomme, en tout cas, les fans comme moi de Siri, je trouve que franchement, il y en a pas notre argent. Après, pour les fans de films d'action en général, c'est vraiment, il faut voir ce film. Hein. Je veux dire, si vous l'avez pas vu, il faut. Ils leur compte, quoi. Complètement. Il y a quand même une belle matière. Et puis, la promesse, pour ceux qui en doutaient, d'une belle carrière. Une belle carrière, en tout cas, qui va se poursuivre, j'espère, parce que bon, tu vois, ça faisait quand même ce projet-là, ça fait quand même des années qu'il n'avait pas tourné pour le cinéma. Donc... Mais c'est ce qui fait chier en fait en France, tu vois, c'est quand t'as des mecs comme lui ou comme je sais pas Christophe Gans, même si Christophe Gans, je sais pas, tu vois, je crois que j'ai pas dû voir son Belle et la Bête, je crois que c'est son dernier film. Ça fait chier, tu vois, de voir des mecs comme ça qui malgré tout Non, son dernier film c'est Silent Hill 2 du coup. C'est celui sur lequel il est dessus, mais tu vois, il est pas encore sorti, je veux dire, tu vois. C'est con parce que ces mecs-là, tu vois, Christophe Gans, il a eu des milliards de projets sur lesquels il a travaillé qui ne se sont jamais faits, notamment une adaptation de Jules Verne. Ouais, non mais on se plaint quotidiennement, tu vois, là on est pour le coup on a eu de la chance avec le Comte de Monte Cristo qui était plutôt une belle adaptation, mais tu vois, moi quelque part je déplore le fait qu'on adapte on attaque que Dumas. C'est ça. Non mais 50 fois tous les 10 ans du Trois Mousquetaires, on a du Jules Verne, quoi. Avec très bientôt les Trois Mousquetaires féminins, n'est-ce pas? Mais non mais non mais putain, c'est insupportable quoi. Et la même année en plus. Oui, en plus. Non mais c'est ça. C'est en fait en 3 ans on a eu 4 adaptations de Dumas quoi. Genre vraiment mais c'est super bon. Et là, on a des mecs comme Jules Verne, on a une matière de ouf pour justement prouver qu'on est capable de faire des gros films de genre en France. Même du Victor Hugo, des tu vois, mecs quelque part. Volontaires comme Gans, tu vois, qui ont quand même fait leurs preuves, tu vois. Et non, tu vois, je sais pas, tu sais, le Pacte des loups à l'époque où c'est sorti, ça a été un carton, quoi. Ouais. Je sais plus combien il y avait, je crois que genre, s'il y avait pas 5 ou 6 millions de spectateurs à vérifier, mais je crois que c'est un truc comme ça. Et ça n'a lancé aucun. Ouais, mais après, là pour le coup, la problématique. Enfin, oui, c'est vrai que ça. À l'époque du Pacte des loups, ça a lancé une petite mode. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu.
espèce de cinéma un peu le fantastique, tigre. tu vois. T'avais eu, non, mais même, je sais plus, t'avais eu Le Petit Pousset, je crois, où vous avez fait un espèce de truc un peu fantastique. Alors, j'ai pas vu le film, hein. Je pense que c'était pas terrible, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a eu, en fait, ça a lancé une petite mode, mais une mode qui n'a pas marché, tu vois. C'est que derrière, en fait, hormis le Pacte des loups, ça n'a pas fonctionné. Et la problématique, c'est que derrière, Gans, en fait, il n'a pas concrétiser le succès en fait, parce que le Pacte des loups, le Pacte des loups, La Belle et la Bête, encore une fois je l'ai pas vu, donc ça se trouve il est très bien, mais je sais qu'il y a eu les critiques étaient très mitigées, mais pourtant il jouait sur ce côté, il y avait un peu la même ambiance de gros film, tu vois, gros film fantastique français avec gros casting, parce que t'avais Vincent Cassel, c'était Léa Seydoux je crois. C'était au début pareil, du moment où maintenant on la voit un peu partout, mais tu vois, c'était le moment où elle montait, quoi. Donc, du coup, c'était le même, on va dire, le même cadre que le Pacte des loups, sauf que derrière, en fait, il n'a pas du tout concrétisé le succès, quoi. Non, puis le Pacte des loups, du coup, La Belle et la Bête n'avait pas hyper bien fonctionné. Bah, c'est ça. Aussi parce que les gens, c'est lui qui l'avait dit, hein, qui le déplorait. Le Disney. Alors, remarque qu'il y a eu le Disney aussi qui était pas loin à côté. Ouais, mais parce que le Disney, l'adaptation de live, mais même le Disney, le dessin animé, si tu veux, justement, Gans s'est rendu compte en faisant un film qui était une adaptation littérale du bouquin et qui reprenait aussi l'œuvre de Cocteau, donc qui remonte à très longtemps. Et en fait, c'était une adaptation du bouquin à la base. Et du coup, donc il n'adaptait pas le dessin animé. Bah, du tout. La réception critique publique. En fait, beaucoup de gens s'en sont plaints de dire mais je comprends pas, il y a pas en gros tu vois, il y a pas des chandeliers parlants, enfin tu vois, en fait, mais où Gaston il est où le Mais c'est ça. C'est ça, il racontait ça qu'il avait il a eu des retours comme ça lors de projections en salle, quoi, tu vois, des trucs. Mais ça, pour le coup, c'est aussi une question aussi de je sais pas, effectivement, je pense que c'est peut-être un mauvais timing ou un mauvais comment on appelle ça, je sais pas. Une mauvaise promo en fait, c'est-à-dire que parce qu'en soi ça avait toutes les raisons de fonctionner, tu vois, mais après voilà, les Français sont très précautionneux aussi dès qu'il y a un film de genre qui est ah bah oui. Voilà, non mais dès qu'un film de genre est français, et pourtant on a eu toi je pense au cinéma d'horreur, on a eu quelques grands réalisateurs émergents qui sont partis à chaque fois c'est la même organe, ils partent aux États-Unis faire un film. Tu vois, je pense au Aja, je pense à La Colline des Yeux, qui avait été repéré justement par les Ricains grâce à Haute Tension. Oui. Là, les deux mecs de Vermine. Ouais, les mecs de Vermine qui sont en train de préparer le prochain Evil Dead. Bah voilà. Alors pour le coup, ça commence à changer un petit peu. Je crois que là, tu vois, Vermine a été plutôt très bien reçu par la presse en France et même par le public. Mais tu vois, c'est. Bah oui, mais alors, après, est-ce qu'ils seront bien reçus pour Evil Dead ? C'est ça la question, parce que Aja, est-ce qu'il a été méprisé pour Haute Tension ? Il n'a pas été méprisé pour Haute Tension, mais sûr, c'est pas un film qui a fait un grand bruit quand c'est sorti. Toi, c'était. Il a quand même festival, peut-être un petit succès d'estime quand même. Ouais, mais c'était la sortie. Festival si tu veux, mais genre si ce n'est Mad Movies. Oui, d'accord. Des journaux comme ça qui. Oui, c'est sûr, c'était pas les cahiers du cinéma, quoi. C'est sûr. C'est pas un événement en soi, et si tu veux, c'est par le biais de festival que justement Wes Craven et ses équipes l'ont repéré, sont venus le chercher alors parmi d'autres propositions, mais pour remaker La Colline des Yeux. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand ils ont tourné La Colline des Yeux, du coup, Wes Craven apparemment était le premier à leur mettre des bâtons dans les roues parce que il n'était pas d'accord avec la direction qu'ils avaient prise, tu vois, de traiter ce sujet en se servant des traumas des bombes nucléaires, tu vois, bref, problème de choix dans la direction à prendre, tu vois, et du coup il leur a mis des bâtons dans les roues avant de se rendre compte que le film était quand même bien meilleur que l'original, qui était quand même une espèce de gros Z qui est irregardable aujourd'hui, quoi. Et mais du coup voilà, tu vois, mais c'était le même cas de figure. Alors pour le coup, quand La Colline des Yeux est sorti, ça a eu des très bons retours aussi en France, retour presse, mais parce que aussi Alexandre Aja, c'est le fils d'Alexandre Arcadi, qui était un mec qui a fait tous les films de Pied Noir, tu sais, genre Le Grand Pardon avec Roger Hanin, tous ces trucs-là. Oui, c'est vrai. Une belle réputation en France aussi, tu vois. Et comme Les Cinq doigts de la main avec Patrick Bruel, qui est juste le pire truc que t'as jamais vu de ta vie, donc je te conseille de le voir un jour. Et tu vois, Siri, quand il a fait son otage aux États-Unis, il s'est fait moitié défoncer par la presse française, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, tu parles d'otage à des mecs comme nous, fans du cinéma d'action, ils reconnaîtront tous que c'est un super film, quoi. Toujours pareil, dans ce cadre de film. À l'époque, ils avaient fait, il y avait des articles qui sortaient, en fait, ils listaient tous les réalisateurs français partis faire un film aux États-Unis. Ils étaient considérés comme des traîtres, quoi. Ouais. C'était Siri qui racontait ça en interview, qu'en fait, à l'époque, ils avaient eu la liste noire, quoi. Ouais, mais tu vois, un truc liste noire des réalisateurs
partis faire un film aux States en mode ils se sont vendus quoi. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on leur a donné peut-être qu'il fallait leur donner de l'argent en fait pour faire les films. Peut-être, hein. Je sais pas, je dis ça. Plutôt que de filer 50 millions à Franck Dubosc pour jouer dans Loup-Garou. Non, j'exagère, je pense que ça n'a pas dû coûter autant que ça. Mais puis d'autant plus que je suis méchant parce que Franck Dubosc, il y a des projets qu'il fait qui sont intéressants, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. All inclusive, Antoniente. Qu'on finira par traiter un jour. Ouais, avec grand plaisir, écoute. Non, Écoute pour la prochaine. On ne saurait trop que conseiller, bien sûr. Je pense qu'on a fait effectivement le tour du bouset. Et voilà, donc bah écoutez, continuez de regarder des films, c'est important. On se retrouvera la prochaine fois, dans pas trop longtemps, j'espère cette fois. Et puis bah du coup, salut à tous et salut Arnaud. Salut Alex. Ok. Allô? Oui, non, je laissais un petit temps de blanc d'enregistrement. Ah oui, je croyais que tu partais comme ça. Non, je...